Salut la MIF! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu profiter des fêtes, que vous êtes au max pour cette nouvelle année. Je sais que je le suis plutôt, étant donné que qui dit nouvelle année dit nouveau projet. Et il y a un projet auquel je pense depuis pas mal de temps, et auquel j'ai pu donner vie, puisque vous êtes en ce moment même devant. Vous le savez sûrement, si jamais vous me suivez depuis quelques temps, sinon bienvenue, mais j'ai un podcast depuis 3 ans et demi maintenant, ça va faire 4 ans en mars, qui s'appelle In Power, où je reçois chaque semaine des invités inspirés et inspirants qui ont pris le pouvoir de leur vie. Si jamais vous ne connaissez pas encore, je vous mettrai le lien vers le podcast juste ici. Et ma résolution en 2021, parce que maintenant, plutôt que de me donner plein de résolutions, je m'en donne une principale, un peu comme un mantra, auquel j'essaie de me référer tout au long de l'année. Et en 2021, c'était faire plus de ce qui me rend heureuse. Et s'il y a bien quelque chose que j'aime faire, c'est échanger, réfléchir, débattre. Ce que je fais avec le podcast, qui est vraiment une des activités que je préfère dans ce que je fais aujourd'hui. Et au fond, voilà, le débat, la réflexion, c'était vraiment ce que je faisais à Sciences Po, mais maintenant que j'ai terminé mes études, ça me manque cruellement. Je pense que vous le savez parce que j'en ai pas mal parlé sur Instagram depuis que voilà, j'ai terminé les cours, mais je trouve que ce passage de la vie étudiante à la vie active est vraiment étrange. Qui a vraiment une espèce de vide qui arrive après, et notamment un manque, personnellement je trouve, cruel d'échanges et de rencontres, qui en plus est particulièrement accentué par le contexte actuel et par le Covid. Donc je me suis dit que j'allais essayer de recréer cela, recréer un espace d'échange, un espace de réflexion, un espace de rencontre et de débat autour de sujets de société. J'ai envie avec ce nouveau format d'inviter vraiment à la réflexion, comme je peux le faire sur mon podcast, et je vois les retours que vous m'en faites et les bénéfices que ça a même dans vos propres vies. Et voilà, je trouve que ça manquait, même sur YouTube, de débats autour de sujets de société, en accueillant des invités de tous horizons et qui ne sont pas forcément du même avis, pour qu'on puisse avoir cette richesse juste de la diversité d'opinions et que vous puissiez vous forger votre propre opinion. Donc je suis vraiment heureuse de vous présenter ce nouveau projet, j'espère que ça vous plaira. J'ai beaucoup apprécié tourner les 4 épisodes qu'on a fait pour l'instant. Vous êtes devant le premier, mais il y en a d'autres qui arrivent très prochainement, donc pour ne pas les rater, vous pouvez vous abonner juste ici. Et s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde dans ce nouveau format, si jamais vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire. C'est tout pour l'instant, je vous laisse avec la suite de la vidéo et avec le tout premier épisode d'Entourage. Je m'en refais un, et encore un dernier. Bon, parfait. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à Thérèse et Sally qui sont mes invités aujourd'hui. Yes. Peut-être, si vous voulez rapidement vous présenter, comme ça les gens savent qui vous êtes, on commence par ça. Okay. Allez-y, Thérèse, vas-y. Ok. Salut tout le monde, je m'appelle Thérèse. Moi, j'ai 35 ans, j'habite à Paris et aujourd'hui je suis musicienne, styliste et à côté je suis ce que la société appelle plus ou moins de militante. Ouais, voilà. Ok. Bon, on pourra se dire ce que tu entends derrière ça parce que c'est intéressant, c'est le sujet d'une prochaine table ronde. Ah, trop bien. Sally, vas-y. Moi c'est Sally, créatrice de contenu également, j'ai 25 ans et j'habite sur Paris aussi. Ok, génial. Et tu parles sur les réseaux. Bon, on invite à aller voir, ce sera plus simple, comme ça ils se feront leur propre idée. C'est vrai, oui, pourquoi je suis ici parce que on parle sur les réseaux, c'est la meuf, ouais, coucou. Non, je suis sur les réseaux, je propose du contenu très engagé, notamment vis-à-vis de la communauté noire, donc voilà. Ok. Très content d'être ici. Super. Ma première question, c'est de savoir quand est-ce que vous avez pour la première fois pris conscience du racisme. Quand est-ce que vous vous êtes dit pour la première fois que vous ressentiez qu'il y avait une discrimination du fait de votre origine? Est-ce que vous vous souvenez de ce moment? C'est une question qui n'est pas facile parce que je pense que, tu vois, ça commence très jeune quand tu es à l'école, tu as plein de moqueries, etc. Mais je pense qu'on s'est toutes et tous moqués des uns et des unes des autres. Et moi, je différencie pas mal ça a posteriori. Les moqueries, la bêtise, la jeunesse, etc., à quelque chose de plus conscient. Ouais. Et je crois que j'ai pris conscience de tout ça, peut-être à l'adolescence, mais vraiment, vraiment pendant mes études supérieures, où je me rendais compte que les gens avaient des a priori sur les personnes d'origine, par exemple, asiatique ou autre, d'ailleurs, parce que je ne suis pas du tout la seule concernée, qui ne sont pas forcément liés à la méchanceté. Tu vois, en fait, c'est presque plus quand c'est soit positif ou un petit peu plus insidieux, que tu te rends compte que c'est un racisme qui vient d'ailleurs et qui est
plus intégré en fait. C'est Qui est pas un truc, intériorisé, ouais. c'est ça, c'est pas du premier degré. C'est quelque chose de beaucoup plus lourd. Et en fait, quand tu ouvres la porte, après, tu te rends compte que Ouais. Les stéréotypes, Il y a en des fait, c'est montagnes. que parfois, les gens se disent, quand ils n'en sont pas victimes, que c'est pour rire, que c'est pas méchant, alors qu'en fait, c'est hyper violent, quoi, de subir des stéréotypes de la sorte, alors qu'en effet, il y a cette image, enfin, j'imagine, on vous l'a peut-être dit, je sais que c'est arrivé à des amis de « non, mais c'est pour rire alors que vous le vivez comme une violence, quoi. C'est ça aussi que tu as vécu, toi, Sally, les premières fois où tu as pris conscience du racisme? C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est le même parallèle que je fais souvent. Je pense que moi, j'ai vraiment pris conscience effectivement du racisme autour de moi quand c'était plus des enfants qui me le faisaient, mais des adultes. C'est parce que tu réalises que, encore un enfant, comme elle le dit très bien, ça peut être de la bêtise. Et puis que c'est vrai que quand on est petit, on a tous tendance à regarder les différences des uns des autres et les monter en épingle pour blesser. Mais quand c'est des adultes justement qui ont 30-40 ans, qui te font les mêmes réflexions que tu entends depuis l'école primaire et que tu te dis qu'ils ont eu tout le temps de réfléchir et de changer et que c'est toujours pas le cas, c'est là où tu réalises que c'est totalement compris dans l'éducation des gens, que c'est dans leur manière d'être et que ça devient un racisme réel, concret, que je vais subir toute ma vie, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est quoi, j'imagine, les premières réactions quand vous vivez ce racisme? Est-ce que vous essayez de le démentir, parce que je me dis, ce qui est terrible, en fait, c'est que tu es face à une personne, mais t'es pas là pour la faire changer d'avis, tu vois. C'est hyper compliqué à gérer la situation même de la discrimination. Ouais. Après, moi, je sais pas pour toi, tu me diras, mais je pense qu'il y a différentes personnes. Chaque personne a sa manière de réagir. T'as des gens qui, effectivement, préfèrent laisser passer parce qu'ils n'ont pas envie d'être dans un combat perpétuel. D'autres qui laissent passer parce qu'ils s'en rendent même pas compte, tellement on est habitué. Et d'autres qui décident de réagir tout le temps, mais je vais pas te mentir que c'est très fatigant. Enfin, moi, à un certain moment, c'était l'état d'esprit dans lequel j'étais. On me faisait la moindre remarque, allez, je partais au combat, mais en fait, à un certain moment, t'es épuisé. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'ai fait un ménage total, que ce soit dans mes fréquentations, même avant quand je travaillais en entreprise. Il y avait certaines personnes à qui j'adressais plus la parole, et puis basta, tu vois. En fait, tu essaies de te créer une safe space, tu vois, dans tout ça, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Ouais, effectivement. Moi, j'ai toujours eu un caractère un peu trempé et j'ai pas mal répondu, étant plus jeune. Et je répondais de façon assez agressive, en fait, à la hauteur des émotions. Des émotions que je quoi. ressentais, Ouais. exactement. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était pas toujours efficace, et voire même rarement, même si ça m'avait permis d'éloigner des gens, justement, de ces remarques. Et petit à petit... j'essaye autant que faire se peut d'entrer dans une sorte de dialogue ou au moins de mettre les personnes en face de la bêtise qu'ils viennent de dire. Exemple, je raconte souvent cette anecdote, mais un jour je marchais dans la rue à Belleville, je descends la rue des Couronnes et là il y avait 8 militaires avec leurs mitraillettes et tout, et je passe, j'étais super pressée et là j'entends Konnichiwa. Putain. Des militaires. Hein. Putain. Et là je me dis non mais c'est pas possible, j'étais méga pressée, je me dis bon je m'arrête pas, je dis un truc, je dis rien. Ouais. Et finalement je me suis dit c'est des militaires, je peux pas laisser passer en fait. Ouais. Vraiment, là, je peux pas. Et je rebrousse chemin, je vais voir les mecs et je leur dis excusez-moi, qui a dit ça en fait? Mais vraiment, genre, calmement, quoi. Et là, ils étaient tous avec leurs armes et tout, genre, ils se sentaient trop cons, ils se regardaient et tout. Il y en a un qui lâche un pardon, madame. Je lui dis mais pourquoi vous avez dit ça en fait? Ils me disent en fait, on pensait pas que vous étiez française. Je fais mais en fait, là, on est à Paris. Donc, il y a quand même 90% de chances que je sois française. On est dans le quartier de Belleville. Donc, il y a pas mal de communautés asiatiques à Belleville, mais surtout de la communauté chinoise. Pourquoi vous me dites Konnichiwa, c'est du japonais? Enfin, tout est amalgamé, c'est que de la bêtise, etc. Ouais. Et ils ont fini par s'excuser. Et donc, je suis partie. Et voilà, donc je suis hyper d'accord avec Sally. En fait, tu peux pas le faire tous les jours parce que c'est usant. En revanche, moi, j'ai fini par en faire une chanson. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais du coup, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Chinoise, où je démonte. En fait, j'aligne tous les clichés, presque. Ça fait que 2 minutes 50, donc j'ai pas pu tout mettre. Malheureusement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais j'aligne plein de clichés sur les personnes asiatiques, comme on dit dans le jargon aujourd'hui. Et j'essaie de les démonter et de dire en fait que tu ne peux pas essentialiser une personne, qu'elle soit asiatique, effectivement, ou noire, ou arabe, ou peu importe, ou blanche, ou grosse ou blonde, enfin voilà, et tu peux pas assigner des caractéristiques à une personne et en déduire que elle vaut ça ou ça, et enfin bref. Ouais, voilà. Donc, hyper intéressant. Je mettrai le lien de la chanson dans la barre de description, mais en fait tu soulignes quelque chose d'hyper important parce que en fait je pense qu'il y a aujourd'hui pas mal de personnes, tu vois, qui
qui se disent non mais moi je vois pas la couleur, enfin tu sais il y a un peu ce truc de j'ai un pote noir donc enfin je suis pas raciste et enfin comment expliquer à ces personnes qu'en fait le racisme c'est plus que ça et que c'est systémique et que c'est pas parce que tu vois pas la couleur que peut-être malgré toi t'es quand même dans une situation de racisme intériorisé où j'ai pas les chiffres en tête, peut-être que vous les connaissez, mais dans la discrimination à l'emploi quoi, où en fait une personne qui dit non raciste va quand même plus facilement recruter quelqu'un de la même origine que elle. Enfin voilà, comment on peut expliquer aux personnes peut-être qui nous regardent ce qu'est le racisme systémique? Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? En fait, c'est un sujet qui est tellement compliqué parce que parfois je me dis, quand justement tu n'es pas une personne racisée, c'est des sujets qui sont tellement loin de toi et loin de ta réalité que je crois que toi aussi tu l'as remarqué, les gens quand tu essaies de les éduquer en quelque sorte, de les déconstruire, de leur expliquer ce que tu ressens, ils prennent ça comme une agression parce qu'en fait c'est tellement loin de ce qu'ils ressentent, c'est tellement loin de ce qu'ils vivent qu'ils ont l'impression que c'est totalement capillotracté et que les gens inventent. Mais si je devais expliquer ce que c'est le racisme systémique à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est effectivement un racisme qui est tellement insidieux, qui se retrouve dans toutes les sphères, tous les pôles, et de manière très, très vicieuse. C'est-à-dire que ce n'est pas direct, c'est indirect, c'est dans les chiffres, c'est factuel, mais c'est tellement... c'est ancré dans le système, quoi. C'est tellement fumé en même temps, ouais. En fait, c'est très très étrange. En plus, ce qu'ils disent, c'est que c'est difficile à dénoncer, parce que ça va être des remarques, ça va être du off. Qu'on parle des embauches, personne ne le saura jamais. Enfin, limite, si jamais il n'est pas confronté à la personne qui lui dit « je t'ai pas embauché parce que tu viens de telle minorité ». Personne ne va jamais te dire ça, mais effectivement, que ce soit la discrimination, enfin, les plus classiques, on va dire, malheureusement, c'est discrimination à l'emploi, discrimination au logement, typiquement. Ouais. Là, c'est vraiment horrible. Hein. Tu envoies des tonnes et des tonnes de dossiers et t'es jamais rappelé. Et le pire, c'est que les proprios, ils ont tous les alibis possibles. Ils vont te dire oui, mais en fait, on voulait donner à un couple, ou non, on voulait donner à quelqu'un de célibataire, ou non, à une famille. Et puis, ils vont jamais venir te dire directement c'est parce que t'es noir, c'est parce que t'es asiatique, c'est parce que c'est... Ils vont jamais te le dire. Mais on le sait. Quand tu regardes les chiffres, la facilité dont les gens européens, blancs, occidentaux réussissent à trouver des appartements sur Paris, et les asiatiques, les noirs, les arabes... cantonné à Paris extramuros, tu vois ce que je veux dire? C'est chaud. En plus, ça crée comme ça du communautarisme, presque des ghettos. Des ghettos, clairement. Oui. Ouais, je me demande quelle est la solution face à ça. Enfin, moi, je me dis c'est anonyme, mais en fait, ça, c'est limite possible à l'embauche. Mais pour le logement, c'est beaucoup plus compliqué, quoi. Tu vas pas... même nous, tu vois, en tant que propriétaire locataire, qu'est-ce que tu fais? Tu vas donner ton appart à quelqu'un dont tu sais pas le nom, tu vois, c'est compliqué. Je sais pas. Ouais, vous avez déjà réfléchi à des pistes de solutions moi, je vais te poser la question. Par exemple, tu sais, tout ce qui était CV à l'aveugle, où tu n'es pas ta photo. Est-ce que tu as déjà fait ça, par exemple? Moi, je l'ai jamais fait parce qu'à l'époque où j'ai commencé à bosser, c'était pas tellement encore, un sujet. Vu que j'ai 35 ans, j'ai plutôt envoyé des CV non anonymes. Et en plus, moi, j'ai bossé dans le luxe. Ah oui. Donc, j'étais chef de produit chez Kenzo Parfum pendant quelques années. Et du coup, alors là, pour le coup, je pense qu'ils recrutent aussi au faciès. Pas uniquement. Tu as les grilles d'école pour les grilles tarifaires de salaire, mais tu as aussi un besoin de représentation physique qui fait que... moi, je sais que dans mon équipe, toutes les meufs étaient canons. Enfin, genre... ça, c'est chaud. Enfin, canon, où elles prenaient soin d'elles, etc. Enfin, tu vois, genre... je voyais pas... je voyais pas de personnes handicapées. Franchement, il y avait peu de personnes noires, peu de personnes d'origine aussi arabe, un peu plus asiatique parce que c'était Kenzo. Kenzo, c'est ce que j'allais dire. C'était lié à la marque aussi. Ouais. Et du coup, voilà. Et je pense que tout ça, ce n'était pas fait de façon méchante ou méprisante à la base de la part de LVMH. Et ils en avaient conscience, on en parlait. Je sais qu'au comité RH, etc., ils en parlaient. Ils se disaient que c'était un problème et ils avaient du mal à trouver des solutions justement pour ça, quoi. Après, je pense qu'il y a des choses qui peuvent se faire à deux vitesses. C'est un peu comme pour la parité ou ce genre de sujet. En gros, tu as d'abord ce que moi j'appellerais des espèces de mesures pansement, où en fait, tu te rends compte qu'il y a un problème et tu sais que ça va prendre du temps. Donc, la première étape, c'est d'essayer de gagner du temps en mettant, pourquoi pas, une politique de quota. Après, évidemment, il faut bien le détailler, parce que tu peux pas embaucher quelqu'un juste parce qu'il est noir, ou juste parce qu'il est arabe, ou juste parce qu'elle est handicapée. Enfin, ça n'a pas de sens. En revanche, se rendre compte qu'il y a un effort à faire dessus,
Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, après, c'est tout le travail qu'on est en train de faire là, que plein d'assos font, que plein de militantes font, que les gens dans la vie de tous les jours font aussi. Ouais. Parler à ton oncle à table qui est, je sais pas, RH dans une grande entreprise au CAC 40, déballer ça dans la cellule familiale, etc., pour discuter et faire changer les choses en profondeur. Enfin, je crois beaucoup à la contamination positive. Totalement. Et du coup, voilà, c'est un peu deux vitesses pour moi, et il faut actionner les deux en même temps. Ouais. Totalement. C'est vrai qu'en plus, comme tu dis, les mesures pansement, quand tu parles des quotas, c'est vrai que c'est toujours un sujet à débat parce qu'il y a beaucoup de personnes, même des minorités, qui sont contre les quotas parce que ça fait que refléter la situation de handicap, tu vois, dans le sens où c'est stigmatisant. vous êtes les derniers de la classe, donc on va vous aider un petit peu à intégrer la classe des numéros 1. Et donc il y a beaucoup de personnes, des minorités qui n'aiment pas les quotas. Maintenant, moi je pars toujours du principe qu'on peut toujours trouver du positif même dans le négatif. C'est-à-dire que même si effectivement c'est une mesure malheureuse, c'est triste de dire qu'on a besoin de quotas pour être intégré, mais je me dis à chaque fois que derrière il y a une économie positive qui en ressort. C'est-à-dire qu'il y a quand même des gens qui vont intégrer, que ce soit par exemple les grandes écoles comme Sciences Po, etc., grâce aux quotas, tu sais, pour les ZEP, les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce qu'on parle souvent des minorités, on oublie aussi, tu sais, la classe sociale, carrément. La discrimination au niveau des classes sociales, c'est énorme aussi. Donc, je me dis toujours que voilà, ça aide quand même une intégration qui certes peut paraître forcée, mais si elle est faite intelligemment, comme tu dis, et pas juste embaucher des noirs parce qu'ils sont noirs, parce que ça aussi c'est pas productif, mais embaucher des personnes noires, par exemple des personnes des minorités noires, arabes, asiatiques, parce qu'ils sont compétents et qu'en plus, voilà, ils sont issus des minorités, donc il faut faire un effort au niveau de la représentation. Je trouve que c'est très utile parce que derrière, tu as des enfants qui sont impactés, qui voient que leurs parents, ils ont des postes hyper importants, qui voient qu'ils ont des amis d'amis qui sont dans des postes importants, et ça crée aussi cet encouragement-là que moi, personnellement, j'ai pas du tout eu quand j'étais jeune. J'avais pas de représentation, d'idole. De rôle modèle. Non, j'en avais pas. Pas en France, en tout cas. Peut-être aux États-Unis, si je regarde les Naomi Campbell, etc., Oprah Winfrey, mais c'est toujours très limité et c'est jamais vraiment... c'est les exceptions, très lourd. Alors que je me dis que si tu grandis dans un je t'en parle même pas. c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Et ça, en fait, c'est pour ça que je fais cette table ronde, parce que, en fait, moi, il y a un truc qui m'a marqué, ça remonte à il y a déjà 2 ans. J'ai toujours un peu essayé de déconstruire, enfin non, toujours c'est faux. À partir de 18 ans, j'ai commencé à vachement remettre en question l'éducation que j'ai pu recevoir, mon milieu, et j'ai découvert la notion de privilège. Parce que franchement, on grandit pas du tout avec cette notion. C'est dingue, quoi. Il faut vraiment faire l'effort d'aller un peu te renseigner, suivre, dans mon cas, des comptes Instagram qui parlaient un peu de ça. Et en fait, je me souviens dans une vidéo où, je sais plus ce que je disais exactement, mais j'avais juste dit, parce que c'est une vidéo sur l'histoire avec mon poids, mon rapport au corps et tout. Et je disais, j'avais quand même le privilège déjà d'être fine et blanche. Et du coup, je sais plus ce que je disais après. Mais j'avais dit ça. Et en fait, ça m'avait choquée parce que dans les commentaires, ça avait été hyper mal reçu. En fait, les gens me disaient, t'es qui pour dire que t'es privilégiée parce que t'es blanche ? Et en fait, j'étais là... en fait, justement, c'est ça le mouvement, c'est de reconnaître que c'est un privilège parce qu'on ne subit pas les discriminations mais dont vous parlez. Et tu vois, je sais qu'en parlant avec des personnes qui n'ont pas ce niveau de déconstruction, tu vois, parler des rôles modèles, ils vont se dire genre, oh, c'est bon, pourquoi t'as forcément besoin de voir quelqu'un d'asiatique ou de noir pour t'identifier ? Mais parce qu'en fait, eux n'ont jamais eu à se poser la question, vu qu'ils ont, dans mon cas, vu que la seule oppression que je subis, entre guillemets, c'est le sexisme. Dans mon cas, tu vois, je parle d'hommes blancs qui vont se dire c'est bon, t'as pas besoin de femme PDG pour te rendre compte que tu peux être PDG. En fait, si, parce qu'un enfant, il va se projeter vers les personnes qui lui ressemblent. Et c'est là où, en effet, les quotas, je pense que c'est utile parce que la loi Copé-Zimmermann pour la parité le prouve. Ça a été appliqué dans les conseils de direction. Et en fait, c'est forcément au début, peut-être, oui, tu vas embaucher peut-être des femmes un minimum moins compétentes qu'un homme à poste égal. Mais en fait, après, ça va permettre à vachement de femmes de se rendre compte qu'elles peuvent occuper cette position. Donc, beaucoup plus de potentiel recrues. Et après, du coup, tu as énormément de candidates qui sont autant, voire plus qualifiées que des hommes, qui vont, du coup, arriver à ces postes. Et en fait, c'est quand même un super beau succès, je trouve, cette loi, pour montrer que les quotas ont du sens. Oui, et les hommes s'habituent aussi à la présence des femmes au plus haut niveau de direction et d'administration, donc ça aussi c'est important, parce que c'est vrai que quand tu regardes la situation actuelle, pour repartir à notre sujet qui est le racisme, quand tu vas dans des entreprises où il y a forcément que des blancs, c'était ce qui avait été très critiqué quand il y avait eu le mouvement Black Lives Matter par exemple, tu te dis que les quotas, ça peut être aussi utile pour que
les gens apprennent à se mélanger en fait et qu'ils apprennent à voir des personnes qui sont différentes d'eux, des cultures différentes. Parce que quand tu restes dans ton microcosme, surtout en plus le microcosme parisien, etc., bah, forcément t'es tellement perdu qu'encore une fois, quand on va venir te parler de microagression, de racisme, de toutes ces choses-là, d'intersectionnalité, etc., tu vas tellement être perdu que tu vas le prendre comme une agression toi-même. Oui. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. D'accord, effectivement, en fait c'est des sujets qui ces dernières années, c'est bien parce qu'il y a une libération de la parole, et en même temps on s'est rendu compte que cette libération de la parole, elle va aussi avec une certaine libération de l'écoute, et de plus être justement dans cette crispation que tu décris. Moi je me rends compte qu'au départ quand je parlais de féminisme ou de racisme anti-asiatique, c'était mais non, c'est pas vrai, c'est pour rigoler, etc. Oui, It's not funny. It's not funny. Et puis même moi, je veux dire, je fais vraiment partie de la mouvance, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je sais que je suis en safe place avec des potes qui ne sont pas racistes, etc., et qu'on se fait des blagues, moi, ça me dérange pas. Je sais que ça dérange d'autres personnes et je respecte totalement ça, il n'y a pas de souci. En revanche, si on se connaît de nulle part et que tu me balances un truc dans la rue, t'étonnes pas que je t'agresse ou que je t'insulte, en fait. Je veux dire, je te rends juste ce que tu me donnes. Enfin, je suis totalement d'accord. Tu parlais du mouvement Black Lives Matter, BLM, et tu mentionnais aussi un peu le Stop Asian Hate. Est-ce que vous avez l'impression que ces mouvements ont changé quelque chose ? Ouais, moi je trouve quand même, ce serait mentir que de dire que rien n'a changé depuis. C'est quand même des gros mouvements qui ont quand même apporté des changements qui, certes, pour certaines personnes, restent des mouvements de surface, des changements un peu hypocrites. Ça reste des changements, encore une fois. Moi, je vois toujours le positif dans le négatif. C'est-à-dire que notamment dans le milieu du luxe, dans lequel tu travaillais, c'est vrai qu'on reprochait souvent le fait qu'il y avait très peu de mannequins noirs qui étaient au défilé, qui étaient prise en tant qu'égérie. C'est vrai que depuis le mouvement BLM, il y a une vraie tendance à la diversité où à chaque fois qu'il y a une campagne de pub, de mode ou de luxe, tu vas avoir 2 blanches et minimum une noire, une métisse et une asiate. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, même si beaucoup de personnes vont dire oui, c'est de l'hypocrisie, ils font ça pour bien se faire voir, etc., il n'empêche, encore une fois, il y a plein de jeunes filles qui vont voir des personnes qui leur ressemblent et qui vont se dire les choses changent. Je suis vraiment du même avis que toi. Pour le coup, moi, je suis là à me dire, je suis une pragmatique optimiste. Faut prendre, ma sœur. Si on te donne, faut prendre. Et après, on en fait ce qu'on veut. Et on politise l'opportunité comme on en a envie. Mais je suis complètement d'accord. Et puis, l'arrivée de la Covid qui a dévoilé le racisme anti-asiatique. Comme si, ça n'existait pas avant. Et voilà, et moi j'étais hyper contente de voir justement toutes ces initiatives se multiplier, plein de comptes Insta, plein de gens qui ont commencé à en parler. Et moi, ça m'a permis aussi de me rendre compte justement que ce racisme était réel, que je le partageais avec d'autres gens. Parce que parfois tu le vis et tu le vis à l'intérieur de toi et tu sais pas si ce sentiment d'injustice, c'est parce que juste t'as un petit cœur tout mou et que t'es une petite révoltée à l'intérieur. Non, en fait, on est plein à le vivre, donc ça existe, c'est légitime. Et ça, c'est une première chose. Et la seconde chose qui est quand même importante, c'est que effectivement, tout ça est devenu des combats à la mode. C'est un gros mot de dire ça. Et moi-même, j'ai été en colère contre un peu les réseaux sociaux à une certaine époque parce que je me rendais compte que les gens militaient en changeant de photo de profil sur Insta. Carré bleu, carré vert, les Ouïghours, les carrés orange, ce que tu veux, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est pas comme ça qu'on milite. Ça me dégoûtait un petit peu de tout ça. Et en ce moment, je suis dans une phase de prise de recul où je me dis, c'est pas parce qu'un mouvement devient à la mode un moment qu'il ne faut plus se battre et qu'il faut le lâcher. Au contraire, profiter un petit peu de ce truc où les gens sont à l'écoute et justement infuser nos idées. Et voilà. Et quelque part, moi, j'ai le sentiment, et après peut-être que je suis pessimiste, mais j'ai l'impression que le racisme, le sexisme, tous les combats qu'on mène, quelque part, ils sont infinis. C'est-à-dire que ça ne va jamais s'éteindre pour moi. Il faut continuer. Il faudra continuer continuellement à se battre. Et plus on sera, et moins ce sera fatigant pour les individus qui se battent. On pourra se partager un petit peu la charge, quoi. Tu penses pareil, Salib, toi, qu'on est condamné à subir les oppressions, sexisme, racisme, parce que historiquement, parce qu'en fait c'est ça, c'est le poids de l'oppression historique qui, au final, disparaîtra jamais vraiment. Ouais, moi je pense que ça va plus loin que l'histoire. Je pense que c'est même dans notre ADN. C'est la nature humaine, on est différents. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais ? Pour moi, c'est vrai que vraiment ça. Je pense que je suis biaisée. Mais c'est pour ça que moi je suis très contente de faire cette table ronde et
et de pouvoir encore déconstruire, parce que j'ai tendance à me limiter à l'oppression que je connais, qui est le sexisme, et qui pour moi était vachement plus historique, parce que c'est une construction sociale, alors que le racisme que je n'ai jamais vécu, je me rends moins compte que c'est en fait la différence. Ouais, mais parce que peut-être moi personnellement, je ne suis pas raciste par la différence, tu vois, mais c'est plus, je voyais plus le côté construction sociale. Et pour vous, c'est hyper intéressant. Pour vous, c'est genre inhérent à la nature humaine. Bah, clairement, et même, tu sais que même moi, pour moi, le sexisme, c'est... il y a effectivement tout un pan historique, mais moi, c'est déjà le pan très simple qui est du physique, en fait. Tu as un homme, une femme, tu as une communauté masculine versus une communauté féminine, tu vois ce que je veux dire ? Et un a pris le dessus sur l'autre pendant des siècles et des siècles et des siècles. Maintenant, une essaye justement de se défaire de toutes ces chaînes et de tout ce patriarcat. Mais malheureusement, pour moi, je pense qu'il restera toujours une espèce de dualité ancrée, tout comme, effectivement, entre toutes les diverses couleurs de peau qui existent sur cette planète Terre, il y aura toujours cette espèce de dualité en mode « tu me ressembles pas, donc j'ai des préjugés sur toi, je ne te connais pas, tu as une culture différente ». Ça va avec les religions, ça va avec les différentes morphologies, les couleurs de yeux, les cheveux roux quand tu es rousse, tu vois ce que je veux dire ? Ça va avec tout, à chaque fois qu'il y a une différence, les handicapés, les valides, tu vois ce que je veux dire ? À chaque fois qu'il y a une différence, ça crée une discrimination et ça crée de la haine, des mauvais jugements, du mépris. Donc je pense que malheureusement, c'est humain, et je pense que c'est ça qui le rend encore plus vicieux, c'est parce que il est presque impossible à éteindre comme combat, tu vois ce que je veux dire ? Comme tu l'as dit, il est totalement perpétuel. Donc, comme tu dis, la seule chose qu'on peut faire, c'est se battre pour faire en sorte qu'à un certain moment, on arrive quand même à une situation d'équilibre et de bienveillance et de bon vivre ensemble, quoi. Parce que ça suffit. En fait, il faut que ce soit viable. Voilà. Parce que stop. Tout le monde. Vraiment. Moi, en tout cas, j'entends un petit peu ça aussi dans ce que tu dis. Moi, mon objectif, c'est pas d'éradiquer le racisme ou d'éradiquer les gens qui pensent pas comme moi. Parce qu'en fait, déjà, moi, c'est compliqué. Moi, je me bats pour la liberté. Donc, en fait, je peux pas éteindre... sinon, ce serait du nazisme. Voilà. Nope. Donc, voilà, on ne produisons pas ça. Non, on ne fait pas ça. Moi, je veux que chacun puisse s'exprimer, avoir ses opinions, etc. Mais qu'il y ait de la place pour un peu tout le monde quand même. Et là, on cherche l'équilibre, en fait, selon les époques. Et si c'est pas le racisme, ce sera autre chose. L'être humain est très inventif. On sait créer à la fois, on sait créer des divisions, mais on sait aussi créer des points de rassemblement. C'est vrai. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu te dis, l'histoire avance, on sera pas... Quand tu lis la philosophie, finalement, tu te rends compte qu'à l'époque de Platon, ou plus récemment Nietzsche, ou peu importe, finalement, ils vivent la même chose que nous. Quand tu lis, c'est la même chose. C'est perturbant même parfois. Le seul truc, c'est perturbant. Le seul truc qui change, c'est la technologie et l'avancée de la science. Mais finalement, les idées... Ce qu'elle dit est très vrai, parce que c'est vrai, même la dernière, je lisais un livre, c'était d'économie, c'était Adam Smith, Destination. Et tu lis et tu te dis, mais attends, mais le mec, il a fait comment ? Il avait une boule, c'est pour lire dans l'avenir. Mais en fait, non, je pense que l'humain reproduit naturellement les mêmes comportements tout le temps, et que c'est pour ça qu'on a des écrivains qui écrivaient ce qui se produit littéralement aujourd'hui, avec effectivement un changement technologique, etc. Parce que, en fait, l'impression que j'avais, moi, aujourd'hui, c'est qu'en effet, grâce à l'arrivée de la technologie, et du coup, la connaissance des autres, en fait, tout simplement, tu vois, que ce soit par le voyage grâce aux moyens de transport, que ce soit avec les réseaux sociaux qui ont quand même vachement permis, je trouve, une visibilité des minorités, et du coup, même de faire entendre sa voix, quoi. C'était un peu ça le problème historiquement, c'est que, en fait, les militantes ou les militants du 19e siècle, c'était dans la rue, quoi, qui pouvaient militer, et du coup, ça restait vachement limité. Il y a une prise de conscience qui est plus globale, et tu vois, moi je suis un peu une optimiste invétérée, mais tu vois, le fait que je vois maintenant dans les comptes Insta, tu sais, des 12-13 ans, genre moi vraiment j'étais cet été en vacances, et il y a un petit, tu vois, qui me suivait, et donc pour lui faire plaisir je suis allée le follow, tu vois, et genre, mais ça m'a fait trop rire, il avait vraiment 12 ans, et dans sa bio il y avait marqué son signe astro, donc tu sais que c'est 2021, et il y avait marqué genre BLM, je crois qu'il avait même marqué Stop Asian Hate, mais j'ai un doute, et LGBT plus avec un drapeau, alors que le mec ne faisait pas partie d'aucune de ces communautés, c'était un petit homme blanc, et j'étais là genre wow, si c'est ça les futurs white men de 50 ans, tu vois, ça me donne de l'espoir, mais je sais pas, peut-être que c'est utopique et que genre c'est une phase, et qu'après on va retomber dans nos travers, tu vois. Mais je sais pas si la technologie permet peut-être enfin ce changement sociétal. Comme tu dis, moi je pense qu'effectivement la technologie et les réseaux sociaux, en fait, c'est ni bien ni mal, c'est ce qu'on en fait. Et je trouve ça génial effectivement de pouvoir voir ce genre de compte. Enfin, moi je vois aussi
plein de gamins, gamines, des écoles dans lesquelles j'interviens. Et franchement, ils me scotchent. Elle me scotche vraiment quand ils me parlent de la société, de la conscience qu'ils ont du monde. Mais et je me dis qu'il faut être optimiste sur ça. Mais d'un autre côté, je me dis qu'il faut aussi être réaliste sur le fait que peut-être que sur le combat LGBT, je sais pas, ça va s'aplanir, ça va s'améliorer, etc. Mais bon, aujourd'hui, il y a les vax et les anti-vax. Enfin, c'est pour ça que je te dis qu'il y aura toujours un truc, tu vois. Un débat. Il y aura, voilà, c'est ça fait un peu partie du truc. Et puis surtout, j'ai envie de dire, il y a des contre-réactions qui font peur. Enfin, tu vois, quand tu vois le débat qu'il y a eu pas plus tard qu'il y a 2 jours entre Mélenchon et Zemmour, tu vois, tu te dis... enfin, il y a quand même des soutiens forts vers l'extrême droite, tu vois. Et ça, je me dis, je sais pas comment faire. Enfin, tu vois, on a un peu des œillères peut-être dans le milieu dans lequel on évolue, où t'as l'impression que le progrès social est en train d'avancer de ouf et tout, et c'est grave rassurant. Et en fait, tu vois pas forcément le contre-coup des personnes qui sont hyper conservatrices et qui ont peur de ces progrès, quoi. Mais je pense, justement, ce que j'allais dire, moi, c'est que c'est ça le problème des réseaux sociaux et de la technologie, c'est que c'est à double tranchant. En même temps, effectivement, ça a offert une plateforme énorme aux minorités, ça a apporté de la visibilité à beaucoup de mouvements. Je pense que BLM, ça n'aurait pas été possible sans les réseaux sociaux, clairement. Stop Hate non plus. Tout ce mouvement autour des Ouïghours non plus. Donc, bien évidemment, il y a des gros aspects positifs. Maintenant, moi, ce que je dis toujours, le gros aspect négatif pour moi, c'est qu'encore une fois, on est dans des... Ça a beaucoup superficialisé... Comment est-ce que je pourrais... Superficialiser les luttes. Le combat, les luttes. Et... tout le monde aujourd'hui peut se lever et dire je suis militant, et le problème c'est que justement ça a totalement édulcoré l'idée du militantisme, et je trouve ça super en même temps qu'il y ait beaucoup de personnes qui se disent voilà, je suis conscient, je suis woke, tout ça, mais en fait malheureusement c'est beaucoup de personnes qui vont se baser sur des publications Insta sans vraiment chercher derrière, donc du coup quand il y aura des vrais débats ils sont un petit peu perdus, c'est ce que je vois de plus en plus malheureusement sur les réseaux, donc on reste dans la superficialité comme tu l'as dit, on va changer sa photo de profil, on va mettre un hashtag et on va se dire yes, j'ai fait ce que j'ai à faire. Le jargon, exactement, tu sais, mais en fait au fond c'est ça. Tu te rends compte que la mécanique elle est pas comprise dans la chair, tu vois. C'est vraiment ça le problème, et du coup le souci c'est que certes on a gagné en visibilité, ça personne ne peut le nier, mais en changement concret on n'y est pas. Parce que malheureusement, on reste dans la surface, dans le on se dit woke, mais quand il s'agit là maintenant de s'asseoir au comité de direction et de dire, même pour une marque très engagée, il y a beaucoup de marques engagées que je ne vais pas citer ici, mais qui font énormément de campagnes sur les réseaux sociaux, c'est très cool. Mais quand il s'agit maintenant de s'asseoir à la table et de dire comité de direction, qui on va embaucher pour vraiment apporter le changement jusque dans les vrais endroits qui sont importants finalement, tu vois, les vrais endroits de décision et de direction, là il n'y a plus personne. Et donc c'est ça le problème des réseaux sociaux, et même j'allais rebondir sur ce que tu as dit, l'extrême droite, Éric Zemmour, etc. Moi justement, les réseaux sociaux, c'est effectivement pas suivi par toute la génération 50, soixantenaire qui sont du coup toujours à fond dans leurs idées et dans leurs idéaux, totalement. Mais il faut pas oublier qu'eux aussi, grâce aux réseaux sociaux, ils ont acquis énormément de visibilité, et que quelqu'un comme Zemmour, mais les réseaux sociaux, c'est waouh, il est pas béni pour lui, tu vois. Donc finalement, il y a eu des avantages et il y a aussi beaucoup de désavantages. Et aussi, ce qui est très important, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand nous, on suit que des personnes qui nous ressemblent, qui pensent comme nous, on a l'impression que tout le monde entier a évolué. Alors qu'en fait, c'est que nous, en fait. C'est nous dans notre truc, le reste, on s'en est rendu compte aux élections il y a... Régionales maintenant. Même aux États-Unis, tu sais, avec Trump et Clinton, les gens étaient hallucinés, mais parce qu'en fait ils étaient tellement dans leur bulle et ils étaient tellement persuadés. Moi je me souviens, j'étais réveillée à 6h du matin par mon père, Trump a été élu, je crois que c'était un cauchemar, je suis en train de dormir, je fais pourquoi mon père me dit ça dans mon cauchemar. Et tu vois, là où je te suis complètement Sally, c'est que les réseaux sociaux vont donc créer plein de choses, lier des gens, mais scinder encore en deux le monde, et du coup moi, je trouve ça hyper intéressant de continuer justement en tant que personne impliquée, engagée, etc. Là, il n'y a pas longtemps, je suis allée lire des pages du bouquin de Zemmour. Pour comprendre qui sont-ils, quels sont leurs arguments, quelles sont leurs idées. Là, j'ai vu je ne sais pas si vous l'avez vu, la couve de Causeur. Non. Plein de bébés. Je crois qu'il y a un petit Asiate, un petit bébé noir, un petit bébé... qui a l'air arabe, un petit peu qui a l'air indien, enfin bon, on sait pas trop. Et il y a écrit « Souriez, vous êtes grand remplacé ». D'accord. Donc j'ai téléchargé le PQ numérique, là, et donc j'ai lu pour
comprendre. Et vraiment, c'est flippant. Et tu te dis, mais comment est-ce que nous, dans une société, on peut se retrouver à justement avoir ce sentiment que tu décris super bien tout à l'heure, que le monde avance, que la jeunesse comprend, etc. Et te rendre compte qu'en fait, y a toute une autre partie de notre pays, et on fait partie du même pays, qui pense ça. Et c'est chaud. Et c'est là que c'est important, je crois, de recréer du lien et recréer du dialogue avec ces personnes-là. Oui. Parce que nous, entre nous, on est convaincus. C'est exactement ça. Donc si t'étais dans ta bulle, t'es là en train de te convaincre on se fait mousser, tu vois. Je suis un peu dur avec nous-mêmes, mais je veux dire, l'idée, c'est d'aller justement convaincre ceux qui pensent pas comme nous et parler avec eux. Oui. Mais ce serait intéressant de faire peut-être une partie 2 de cette table ronde avec des personnes qui veulent voter Zemmour, par exemple, tu vois, pour comprendre pourquoi, et qui sont quand même ouvertes au dialogue. Exactement. Tu vois, qui sont pas dans leur haine. C'est limite, je sais pas, une une seconde vie qui se donne. Mais c'est vrai que ce serait hyper intéressant parce que c'est vrai que sans chercher à excuser personne, en fait, ils en viennent à voter parce qu'ils se sentent... en tout cas, moi, ceux que je connais, en arriver pour moi à voter pour quelqu'un ou même défendre des idées qui sont des incitations à la haine, c'est que derrière... c'est social, quoi. Là, je pense que le seul côté, ils ont peur de la différence, suffit pas. Oui, bien sûr. Peut-être pour certains, mais qu'une majorité, c'est... Voilà, comprendre en effet comment ils ont pu être amenés à développer ces idées de haine de l'autre et comment peut-être on peut réussir à leur montrer que différent ne veut pas dire dangereux, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose que je critique en tout cas dans les mouvements très très woke. C'est souvent cette idée de vouloir ridiculiser la personne qui pense pas comme toi ou avoir ce discours classique de mais toi tu votes Zemmour donc je parle pas avec toi, ou si tu votes FN je te calcule pas, et les traiter un peu comme des idiots. Moi c'est quelque chose que je vois même dans les débats à la télé, ils sont en mode vous votez FN, vous avez pas été correctement éduqués. Je trouve ça vraiment dommage parce que ça fait que les pousser dans leur retranchement et accentuer ce côté un peu énervé qu'ils ont, donc je trouve ça dommage. Et surtout que moi aussi j'ai des amis non, mais dans mon entourage j'ai des personnes que je connais qui votent clairement Front National et qui pourraient très bien voter Zemmour si effectivement il se présentait, et c'est des gens comme vous et moi, tu vois, c'est des gens tout à fait normaux, c'est pas des papis énervés comme ça, j'en ai marre de voir, tu vois. C'est des gens tout à fait normaux. Non mais je te promets, tu sais, parce que souvent on a cette idée. On a les clichés, alors que pas du tout, qui ont des arguments. Et c'est pour ça que moi je dis, c'est toujours très intéressant, comme tu l'as dit, c'est hyper intéressant ce que tu dis, de lire par exemple les livres de Zemmour. Moi la dernière fois j'avais lu, c'était Michel Houellebecq qui a aussi des écrits très polémiques, et les gens me disaient pourquoi tu lis, pourquoi tu lui donnes de la force, pourquoi tu donnes ton argent. En fait c'est parce que quand tu lis ce que l'autre a à dire, c'est là où tu peux préparer les meilleurs contre-arguments en fait. Tu t'enrichis. C'est exactement ça. Tu fais des armes, quoi. Voilà. Zemmour, il faut, je dis pas à tout le monde d'aller lire ses bouquins, il faut pas non plus rendre plus riche qu'il ne l'est déjà. Voilà. Téléchargez-le, ne l'achetez pas. On vous le passe. C'est pas grave. Mais il faut effectivement s'intéresser à ce qu'il dit pour lui donner des contre-arguments, parce que malheureusement, moi, tous les débats que j'ai vus avec Zemmour, j'ai pas vu celui avec Mélenchon, je le regarderai plus tard, mais tous les débats que j'ai vus avec Zemmour, c'est triste de dire que Zemmour, souvent, a un meilleur argumentaire. C'est-à-dire qu'il a une certaine éloquence, il maîtrise totalement ses propos, et la personne en face est ridiculisée, et je trouve ça vraiment dommage, parce que justement ça donne encore cette idée de nous on vient s'énerver, etc., mais on n'a rien à dire. Et typiquement dans TPMP, j'ai regardé, alors bon, TPMP c'est pas la meilleure émission du monde, mais tu sais, il y avait Booba, etc., etc. Et je trouvais ça dommage de voir un Booba qui était complètement largué face à un Jean Messia qui est en gros Éric Zemmour du Auchan moins cher. Et non mais clairement c'est un petit peu ça. Et Booba qui était complètement largué. Et tu dis mais mec, toute la journée tu dis Jean Messia t'es qu'un raciste, etc. Mais quand tu l'as face à toi, t'es pas capable d'avoir un argumentaire pour vraiment le descendre. Donc c'est ça qui est dommage. Parfois il faut vraiment aller tu vois, au combat d'idées. On ne va pas rentrer dans ce cliché de je t'aime pas parce que t'es raciste, et je t'aime pas parce que t'es noir, tu vois. C'est dommage. Les idées font pas les personnes. Exactement. Ouais. Et ça, c'est un truc. On parlait de pas essentialiser tout à l'heure, et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est que une idée, pour moi, c'est un peu comme du maquillage. Tu peux le mettre, tu peux ne pas le mettre. Tu peux l'emprunter, ou comme les sapes. Et ça ne constitue pas ta personne. Et c'est en ça qu'on peut changer, en fait. Et la possibilité d'évolution des uns, des unes et des autres, elle est géniale. Et du coup, parler... Moi, c'est que ça. J'ai fait une interview il n'y a pas longtemps, on m'a demandé avec qui t'aimerais discuter. Moi, j'ai dit Zemmour. Franchement. Parce que j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre aussi si juste... il a un fond très très fort ou juste il a une forme très très forte, ou les deux. Mais tu vois, là, pour l'instant, ce que je vois de lui, je ne le connais pas en tant que personne,
il a une forme extrêmement forte. Ouais. vraiment. Mais malheureusement, Pas enfin, confondre. je dis pas que ça sera un dictateur ou quoi, mais en fait, historiquement, toutes les personnes qui avaient des idées un peu extrêmes, mais qui étaient éloquents, ont fait leur chemin. Oui. Parce que tout le monde n'est pas assez éduqué Bien sûr. et n'est pas dans le milieu qui permet de se rendre Totalement. compte de ça. Et du coup, il se limite à la forme. Et la forme impressionne toujours. Ah ouais. Et c'est vrai que c'est le grand problème de l'éloquence, quoi. Ouais. C'est que tu peux être impressionné. Puis en plus, enfin moi, ce que je trouve vraiment terrible, mais avec les extrêmes de manière générale, c'est que en fait, c'est assez facile d'être dans la position du critique. Exactement. C'est en fait d'être dans pointer du Exactement. doigt, donner des Exactement. boucs émissaires et tous les problèmes du monde, les mettre sur le dos de quelqu'un. Parce qu'en fait, c'est plus facile. Du coup, la personne derrière qui subit ces problèmes va se dire trop bien, en fait, il y a des gens responsables. Oui, Et donc, oui, en fait, on a oui, juste oui, à totalement. les mettre de côté. Et en fait, c'est vraiment jouer sur les peurs des gens. C'est ça. Et je trouve ça très bas. Oui, Tu vois, mais en fait, ça marche. Parce Bien que sûr. du coup, des personnes en face qui ont ces problèmes et qui cherchent des solutions vont préférer croire sans chercher à comprendre. Et c'est vrai que. Malheureusement, je dirais l'ensemble du corps politique, je dis pas à 100% parce que je ne connais pas tout le monde et encore une fois, je ne veux pas essentialiser, mais les grosses têtes qu'on voit, elles jouent toutes sur ça. Oui. Que ce soit Macron, les Mélenchon, toutes les grosses têtes, tous les dinos là qu'on voit, en fait, ils jouent que sur ça, sur l'émotionnel. Oui. Et en fait, comme un peuple qui a peur est beaucoup plus facile à tenir qu'un peuple qui pense. Enfin, la liberté, c'est quelque chose de difficile. Tu peux pas gouverner un peuple libre. Enfin, tu peux pas. Je dis pas que tu peux pas, mais c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils restent dans le sensationnalisme que les médias, malheureusement, alimentent aussi. Vachement. Et du coup, en fait, tu te retrouves effectivement avec une grosse partie de la population qui, parce qu'elle n'est pas suffisamment éduquée ou n'a pas suffisamment le temps de creuser, etc., se trouve complètement victime de tous ces dires balancés dans tous les sens et pris de panique. Et donc là, on fait du vote émotionnel plutôt que d'avoir une pensée critique. Réflexion derrière. Ouais, Ouais. réflexion. Et en même Très temps, comment éduquer les gens à la pensée critique, tu vois ? Nous, ok, on peut lire les bouquins, comprendre les arguments. J'espère que ce genre de vidéos peuvent peut-être démocratiser la réflexion, la déconstruction, la pensée critique. Mais c'est vrai que, en fait, peut-être une idée de compte Instagram à faire, quoi. En fait, derrière la forme des politiques, quelles sont leurs idées avec des bullet points, tu vois, c'est hyper vrai. facile à C'est comprendre, top. les pour, les contre, entre guillemets, enfin, juste au moins, après, chacun se fait son avis, Bien tu sûr. vois, de manière assez objective. Mais je pense qu'aujourd'hui, en effet, il faut peut-être utiliser les réseaux pour démocratiser la politique, parce qu'en plus, l'écueil derrière, c'est que soit les gens votent en effet pour la forme, soit les gens ne votent pas. Oui, Et oui, du oui, coup, tu te oui. retrouves à être gouverné par des personnes qui ne te conviennent pas. Oui, totalement. Et ça, c'est vrai que c'est quand même, je pense, un des gros mal du siècle, quoi. Ah oui, totalement. Puis en plus, je trouve que, tu vois, militer sur les réseaux, créer un compte Instagram, je pense que c'est cool parce que ça peut circuler très vite. Ouais, C'est l'intérêt des réseaux sociaux. Le Et partage. je crois aussi beaucoup au... moi, je fais pas mal d'actions culturelles à travers la musique, mais pas que. Et je vais dans des écoles, parce qu'il y a des écoles qui m'appellent pour que je vienne juste parler aux jeunes. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui manque énormément à notre société. C'est-à-dire que les jeunes sont considérés comme des jeunes qui pensent pas et qui s'en foutent de Exactement. tout, et des gamins, et on les met hors de la société, hors de la sphère politique. Or, c'est là que ça commence. Et du coup, aller dans les écoles pour parler avec eux, les écouter et les questionner, plutôt que de leur apporter des réponses, je pense que c'est un moyen qui est extrêmement Puissant. efficace et puissant, pour pouvoir développer l'esprit critique. Toi, tu Carrément. penses quoi de ça, en fait ? Il s'est passé de ça dans l'école, mais tu peux prendre même des exemples tout bêtes, tu sais, qui se passent dans la cour de récré. Et ça, t'en as pensé quoi ? Il a tapé cette nana parce que gna gna gna, qu'est-ce que t'en penses ? Pourquoi ? Est-ce que t'aurais fait la même chose ? Pourquoi tu l'as pas dit à la maîtresse ? Etc., etc. Enfin, il y a plein de trucs. Et en fait, là, il commence à gamberger. Mais si t'es juste là à leur dire, faut pas taper parce que la punition, parce que gna gna, Exactement. qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent ? Ouais. Ils appliquent. Ouais, Et ils après, quand appliquent. on grandit, on fait la même chose. Ouais, Enfin, c'est le problème, on reproduit sans Ouais, c'est très réfléchir fort, à sans réfléchir. pourquoi on le fait, quoi. Ouais. C'est hyper intéressant. Bon, je pourrais rester parler des heures, mais l'heure tourne. Ouais. Il y avait une question que j'avais quand même envie de vous poser, parce que je suis un peu dans cette dualité, moi, personnellement, Ouais. donc, face à cette question du racisme, qui était vraiment le thème principal de cette table ronde, où, en fait, d'un côté, je pense que c'est vraiment à nous de nous éduquer, que c'est pas à vous de faire le travail, de nous dire... ce qu'on doit faire ou même qu'est-ce que c'est, parce que c'est au final ça qui montre qu'on est sincère dans notre démarche. Et d'un autre côté, je sais qu'encore une fois, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, en fonction de notre milieu, en fonction de beaucoup de facteurs. Donc voilà, pour les personnes qui nous regardent et qui ne sont pas victimes du racisme, comment est-ce qu'on peut être un meilleur allié ? Je vais revenir sur ce que tu disais quand tu disais que c'était à vous,
entre guillemets, de faire le travail et pas forcément à nous. Moi, je pense que ça va dans les deux sens. Parce que c'est ça, faire société. C'est justement se rendre compte qu'on appartient à un tout et qu'on ne peut pas seul. Et du coup, ni se renseigner complètement et se mettre à la place de l'autre, et ni non plus éduquer tout le monde. Enfin, et du coup, je crois que justement, le dialogue est quelque chose d'essentiel. Et par rapport en particulier à Stop Asian Hate et à la sensibilisation par rapport aux communautés asiatiques, je mets un S parce que, voilà, on mélange tout. Enfin, on oublie aussi qu'il y a des Indiens, des Pakistanais, etc., dans toutes, en plus des Chinois, des Japonais, des Viet, des Laotiens, des Thaïs, etc., etc. Je pense qu'on est dans une bonne mouvance. Moi, j'accepte aussi le sens de l'histoire et la temporalité de l'histoire. C'est-à-dire que les personnes d'origine asiatique sont arrivées plus tard que les communautés noires ou arabes en France. Et donc, c'est quelque part normal, même si, bien sûr, je le subis et que c'est difficile, que ça prenne un petit peu plus de temps. Et je trouve que, justement, ayant des adelphes, du coup, des exemples, des modèles et d'autres alliés qui ont vécu ça avant, on gagne un petit peu de temps. Voilà, donc continuer à libérer la parole, continuer à libérer l'écoute et surtout continuer dans les actions concrètes. Et ça passe par des choses vraiment, parfois, qui nous semblent banales et stupides de la vie de tous les jours. C'est vraiment ça, c'est ça qui va changer les choses. En plus, effectivement, de la législation, enfin, il faut légiférer. Il y a un moment où, si c'est pas dans la loi quelque part, inscrit, c'est compliqué de faire bouger les choses. Mais, comme d'habitude, je suis toujours sur cette idée que les choses se font à des échelles différentes. Et donc, voilà, intégrer le micro et le macro, et puis essayer de trouver un chemin au milieu de tout ça, main dans la main, quoi. Et surtout, un point que tu as dit qu'on n'énumère pas souvent, c'est l'idée de temporalité. C'est vrai que parfois, on a une certaine impatience et on aimerait que les choses changent du jour au lendemain et tout. C'est vrai qu'il faut laisser le temps au temps. C'est vrai que là, on est tous dans une grosse période de déconstruction qui va prendre toujours un peu plus de temps avant qu'on ait des résultats concrets. Mais justement, il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir effectivement de cette temporalité, de l'utiliser à bon escient. Et de ne pas vouloir rusher pour éviter encore une fois de tomber dans cette superficialité de « oh, ça a changé super rapidement » alors que ce n'est pas du tout un vrai changement profond. Et comme tu l'as dit aussi, je pense que ça se fait à deux quand tu parlais de comment être un meilleur allié. Est-ce que c'est juste vous qui devez tout d'un coup nous aider tout le temps ou si c'est nous qui devons nous débrouiller? Je pense que ça se fait à deux. Concrètement, c'est un problème, comme on disait dans la Grèce antique, le problème de la cité. Donc, il faut qu'on régisse ça comme une cité, c'est-à-dire avec toutes les personnes qui font partie de la cité. Donc, à la fois les Blancs et puis de l'autre côté, les personnes racisées, que ce soit les Arabes, les Noirs, les Asiatiques, toutes les communautés asiatiques, comme tu le dis, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire les Chinois, les Chinois d'ailleurs, c'est ça, ils regroupent tout le monde, c'est tout. Donc non, c'est hyper important de le rappeler et que ça se fasse à deux. Et c'est-à-dire que d'un côté, nous, quand on s'exprime, on aimerait avoir une oreille tendue qui nous écoute réellement, qui comprennent réellement ce qu'on veut dire. Vous, quand vous exprimez, on vous écoute également, parce que vous aussi, vous avez vos choses à dire, tu vois. C'est pas nous, on arrive, on dit c'est comme ça, et puis vous devez appliquer ce qu'on dit. Il y a un dialogue qui doit être fait, il y a une discussion qui doit être mise en place, et qu'on puisse effectivement évoluer main dans la main. Mais c'est vrai que je trouve ça important qu'il y ait de plus en plus de personnes qui ne sont pas concernées et qui sont intéressées par les personnes concernées. C'est très, très important de donner cette légitimité-là aux personnes qui vivent vraiment ces problèmes au quotidien, de vraiment essayer de se mettre à leur place, même si jamais vraiment, mais l'idée c'est d'écouter les gens. Nous en retour on s'en écouter, donc nous aussi de notre côté on fait cet effort de vous intégrer dans nos problèmes, parce que tu sais souvent quand on fait partie des minorités on a tendance à vouloir tout régler de notre côté, on veut laisser personne entrer, tu vois, et en fait ça nous rend parfois un peu vulnérables, et je trouve ça important effectivement de se fortifier en tant que communauté, mais aussi se dire que si l'objectif c'est de vivre ensemble, qu'on laisse les autres aussi interagir avec nous et faire partie du combat. De toute façon, on est là, on n'a pas le choix. Il faut qu'on vive ensemble. Ils donc, sont là, la porte, ils sont ici. C'est ça, je me dis parfois, les gens, vraiment, ils pensent que chacun doit repartir. Dans son pays, ça n'a plus de sens. Faut aussi, l'histoire, c'est une évolution, quoi. C'est la beauté de l'histoire. Et on tend vers une mixité, vers une globalisation, qu'on le veuille ou non. Donc il faut qu'on apprenne ces codes de vivre ensemble, de grandir ensemble, d'évoluer ensemble et d'arriver enfin à cette situation de bienveillance commune. C'est un super message de fin. Merci beaucoup les filles. Écoutez, pour les personnes qui nous regardent et qui maintenant ont envie de vous suivre à titre personnel, où est-ce que vous voulez qu'on les redirige? Thérèse. Alors moi c'est Thérèse, du coup mon nom, et sur Insta c'est T comme Thérèse, tout collé, tout simplement. Et vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes aussi si vous voulez aller donner de la force à la musique. Carrément.
Et du coup, moi, c'est Sally sur Instagram. Donc, mon Instagram, c'est Sally. Très pratique. Très pratique, c'est facile. Et voilà. Et sur YouTube, c'est Crazy Sally. Donc, voilà. Génial. Ce sera tout. Et si vous voulez une partie 2 avec peut-être des personnes qui sont racistes, ou en tout cas qui ont des idées racistes, non mais tu vois, il faut le dire, à un moment, tu vois, il faut le dire. Dites-nous dans les commentaires et puis on essaiera d'organiser ça. Ouais, c'est top. Merci. Carrément. Merci à toi. Abonnez-vous. Merci.